Bonjour à chacun d'entre vous. Je suis Caroline Tessier, directrice du service des communications de l'UQAM, et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre. Le recteur de l'Université, M. Robert Proulx, a souhaité partager avec vous ses réflexions sur un certain nombre d'enjeux qui sont liés au développement de notre université et aussi à son avenir. Le recteur et la direction, d'ailleurs, vous remercient beaucoup d'être ici ce midi en si grand nombre. Monsieur le recteur va prendre la parole pendant une trentaine de minutes et vous pourrez après lui poser vos questions dans le cadre d'une période d'échange qui elle-même va durer une vingtaine de minutes. Je vous demanderai d'éteindre vos cellulaires. On m'a indiqué que sur le plan technique, particulièrement pour la web-diffusion, il vaudrait mieux que vos cellulaires soient éteints. Alors, sans plus tarder, j'invite maintenant M. Robert Proulx, le recteur de l'UQAM, à venir vous adresser la parole. M. Proulx. Vous m'entendez bien pour le micro? En tout cas, une chose que je peux vous dire, après avoir passé 2 semaines à Ottawa, 2-3 fois, ensuite à Québec hier, à la commission parlementaire et ainsi de suite, je suis très heureux de revenir chez nous et d'être avec mon monde aujourd'hui. Alors, ça me fait... Oui, merci beaucoup. On m'a dit aussi que des membres, des gens des médias sont présents. On les invite souvent. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue et je vous remercie infiniment de participer avec nous aux affaires de l'UQAM. Alors, chers membres de la communauté de l'UQAM, c'est un honneur, mais c'est surtout un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. L'année 2014-2015 qui a débuté, comment dire, de manière mouvementée, très mouvementée, tellement que je n'ai pas été en mesure de vous adresser mes traditionnels vœux de la rentrée. Est-ce que c'est toujours d'actualité? J'ose croire que oui. J'ose penser qu'il m'est encore permis de vous souhaiter, de nous souhaiter une excellente année, une année porteuse de rêves, d'espoir et de réussite. Réussite dans vos projets d'études, réussite dans vos projets de recherche, réussite dans vos projets de carrière, réussite dans tous les projets individuels et collectifs qui nous tiennent à cœur sur le plan académique, sur le plan universitaire ou même sur le plan citoyen. J'espère également que cette année qui s'annonce comme une année charnière pour les universités sera quand même porteuse de solidarité à l'UQAM. Un mot que je souhaite voir conjugué au pluriel. Solidarité entre le corps professoral, les chargés de cours et les employés, cadres ou employés de soutien. Solidarité entre les personnels et la communauté étudiante. Solidarité entre la base et la direction. Solidarité apte à surmonter souvent les vieux clivages idéologiques ou les intérêts particuliers pour permettre à notre université de faire face à l'adversité. Car, je vous le dis, les temps qui viennent ne seront pas de tout repos. Aujourd'hui, on ne se racontera pas d'histoire. Vous suivez comme moi l'actualité. Vous savez que le réseau universitaire est confronté à une période difficile, probablement même l'une des plus difficiles de toute son histoire. Au total, les universités sont appelées à dégager des économies de près de 300 millions pour pallier à la fois les 172 millions de compression, 123 par l'ancien gouvernement et 49 par le nouveau, et les 119 millions qui étaient prévus au réinvestissement stratégique du gouvernement marois. Pour répondre aux exigences de l'État, les établissements doivent s'astreindre dans un avenir plus qu'immédiat, c'est maintenant, à un régime de minceur extrêmement sévère. Grosso modo, on nous demande d'en faire autant, sinon plus, avec moins, et c'est un scénario qu'on connaît bien. Ce que je m'apprête à vous dire n'est pas très emballant. Mais je pense qu'il est de mon devoir de dresser un portrait clair de la situation, un portrait qui nous permettra d'abord de prendre la mesure de l'effort collectif qui nous est demandé, et un portrait qui nous permettra aussi, je l'espère, de prendre des mesures pour l'avenir. C'est moi vous parler de la situation de l'UQAM. D'abord, rappelons que dans le cadre du budget 2014-2015, l'UQAM, de façon responsable, a joué de prudence en n'incluant pas dans ses prévisions le réinvestissement stratégique de 11,8 millions
promis par le gouvernement Marois. Quand on dit 11,8 millions, c'est le réinvestissement total. C'est 7,6 au niveau du fonctionnement, le reste étant la philanthropie et la réduction des déficits accumulés. Cette prévoyance que nous avons eue nous a prémunis de l'obligation de réviser en catastrophe à l'été le budget initialement approuvé par le conseil d'administration, et c'est arrivé, comme vous l'avez sans doute vu dans les journaux, comme tant d'autres universités ont eu à le faire au cours des derniers mois parce que ces budgets-là avaient été préparés avec le réinvestissement. Mais à moins d'être devin, il était impossible de prévoir que les nouvelles orientations budgétaires du gouvernement qui ont été annoncées après l'adoption de notre budget impliqueraient pour l'UQAM une compression supplémentaire de 6,2 millions à absorber dans le budget de l'année en cours. Il avait pourtant été entendu, avant le changement de gouvernement, papier à l'appui, confirmation du ministère à l'appui, que la résorption de cette somme de 6 millions pouvait être étalée sur 6 ans, à commencer 1 an après l'année, et s'étaler par tranche de 1 million. Nous sommes évidemment en litige là-dessus, mais pour l'instant, rien ne semble indiquer que la décision qui, elle, émane du Conseil du Trésor, parce que le MERS nous avait d'abord confirmé cela, mais ensuite le Conseil du Trésor est revenu. Et rien ne semble indiquer que la décision du Conseil du Trésor sera revue. Pire encore, les règles budgétaires 2014-2015 du gouvernement ne sont toujours pas aujourd'hui connues. On les attend depuis régulièrement, on les annonce, mais elles ne sont toujours pas connues. Et je pense qu'on peut penser qu'elles pourraient entraîner de nouvelles compressions. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de rumeurs. On parlait de compression de 25 millions que le ministre aurait annoncé au recteur. J'étais là, je n'ai jamais entendu ça. C'est pas qu'on n'a pas travaillé le ministre au corps, là, mais le ministre nous a dit que la sous-ministre discutait actuellement et qu'il ne pouvait rien nous dire au niveau des compressions. Nous attendons encore des annonces à cet effet. C'est les résultats pour cette année. L'an prochain, la situation sera encore plus exigeante. L'UQAM devra réaliser des économies d'au moins 15 millions pour être en mesure de boucler son budget. Pourquoi 15 millions? Bien, l'explication est fort simple. De façon à respecter son déficit autorisé, l'UQAM a puisé cette année 8,2 millions dans les réserves du fonds d'immobilisation. 8,2 millions qui étaient destinés à des projets qui touchaient les développements des technologies pour 4,2 millions et le PDI pour 4 millions. Donc, l'UQAM a puisé 8,2 millions dans ses réserves au fonds des immobilisations et, évidemment, en 2015-16, ces réserves-là ne seront plus au rendez-vous. À cette somme, on ajoute la restriction budgétaire de 3,9 millions qui était prévu au plan de retour à l'équilibre, mais le plan de retour à l'équilibre se termine. Et on ajoute une cotisation supplémentaire de 3,5 millions au fonds de retraite, ce qui nous donne le 15 millions en question que nous devrons résorber. Et ce scénario ne tient pas compte des compressions additionnelles qui pourraient être exigées. Donc, je ne veux pas vous assommer avec un déluge de chiffres, mais concentrons-nous sur 2 données. C'est très simple à comprendre. Et ces données-là sont claires et précises, vérifiées. De toute façon, je connais très bien la situation financière de l'université. 6 millions à résorber d'ici la fin du présent exercice, la question du 6 millions qui a été remise en cause, et 15 millions à trouver, soit sous forme d'économie ou de revenus supplémentaires pour équilibrer le budget 2015-2016. C'est la situation dans laquelle l'UQAM se retrouve aujourd'hui. Vous voulez savoir ce que j'en pense, parce que plusieurs personnes me disent qu'est-ce que le recteur pense et compte faire dans des situations de même. Bien, je vais vous dire clairement, le plus clairement possible, ce que j'en pense maintenant. D'abord, je préfère la prospérité à l'austérité. Et je ne suis pas convaincu, comme on semble le dire ailleurs, que l'atteinte de la première passe nécessairement par la deuxième, l'austérité. Je ne suis pas du tout convaincu qu'en appliquant des coupes aussi drastiques dans les dépenses publiques, je ne parle pas juste des universités, dans l'ensemble des dépenses publiques, on pense à puiser 3 milliards immédiatement maintenant,
qu'on parviendra à terme à créer de la croissance économique et du mieux-être collectif. Je suis donc tout à fait opposé à appliquer aussi brutalement des coupes massives sur la base simple qu'il faut l'austérité. Je suis aussi pour un financement... Merci. Je suis aussi pour un financement adéquat et public des universités. Je l'ai dit partout, on a travaillé sur la politique de financement. Et je suis contre actuellement l'idée qu'on applique des compressions, qu'on fait subir aux universités de telles compressions. Et là, on parle du monde universitaire comme tel, parce que c'est destructeur au niveau du développement du Québec en général. Je suis pour une politique de financement qui permette à tous les établissements d'assumer correctement leur mission, pas juste l'UQAM, et de jouer pleinement leur rôle sur les plans scientifiques, social et culturels. C'est plus important que jamais maintenant. Je m'oppose à ce que les universités, dont l'UQAM, soient soumises au périmètre comptable du gouvernement et je suis contre toute tentative d'instaurer un système universitaire à 2 vitesses. Et ça, on va s'en reparler tout à l'heure après. Ces positions... Merci. Ces positions qui sont les miennes sont connues. Regardez, enfin, le site web du recteur est une histoire permanente de ce que fait le recteur presque à tous les jours. Alors, regardez là-dessus, vous allez voir, ces positions-là ont été prises lors des chantiers, lors du sommet. Les mémoires qu'on a déposées, on a déposé 3 mémoires au moment des politiques de financement sur la loi cadre et sur le CNU. Les interventions publiques qu'on a faites, les entrevues qu'on a données aux médias, tous témoignent à mon domaine exactement de la position que je viens de vous décrire comme étant l'avis du recteur sur ce qui se passe actuellement. Il ne se passe pas une semaine sans que je négocie ou que je cherche à convaincre ou à persuader des gens des ministères. Et là, je fais une petite parenthèse dont certains, il faut le dire, sont sensibles aux arguments qu'on invoque. Il ne faut pas imaginer que le gouvernement est un bloc monolithique derrière une seule vision du monde et que tout le monde... Dans les gouvernements, il y a plusieurs ministères, il y a plusieurs personnes qui interagissent et actuellement, il se négocie beaucoup de choses un peu partout et je pense que c'est important d'en prendre acte parce qu'on peut travailler à ce niveau-là. Avec mes collègues recteurs de l'Université du Québec, hier soir, d'ailleurs, je reviens de Québec directement sur la Sainte-Cyr, hier soir, on a fait une intervention à la commission parlementaire sur les finances publiques pour dénoncer et demander formellement l'exclusion des universités du réseau de l'Université du Québec, dont l'UQAM, de la loi 15. Le projet de loi 15, c'est le projet sur la gestion et le contrôle des effectifs dans le secteur public dans lequel on voudrait entrer les composantes de l'Université du Québec. L'application d'une telle loi aurait pour effet de pénaliser indûment nos établissements par comparaison aux autres universités, parce que les autres universités qui ne sont pas membres du réseau de l'Université du Québec ne sont pas soumises ni au périmètre comptable, ni à la loi 15 en question. Donc, ça aurait pour effet de pénaliser indûment nos établissements par comparaison aux autres universités, en plus de compromettre, et ça c'est directement le cas, compromettre la liberté académique et l'autonomie universitaire. Là, je m'excuse auprès des gens qui ont préparé mon discours, mais je vais faire une parenthèse. Le discours durera peut-être 5 minutes de plus, mais il faut que je vous parle de ça absolument. Comprenez-moi bien. C'est compliqué, mais comprenez-moi bien. On était avec le Conseil du Trésor hier. Quand on parle de la loi 15, on dit qu'on va insérer la moitié des universités du Québec dans le périmètre gouvernemental. Avec la loi 15, les universités sont soumises à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le contrôle des effectifs. On va nous dire, on ne vous a jamais dit qu'on était pour les geler et ainsi de suite. Je regrette, à l'article 27 du projet de loi, il y a quand même quelque chose qui dit qu'il faut s'arranger pour que le gouvernement puisse empêcher que les effectifs grossissent. C'est ça, là, moi, j'appelle ça pas loin d'un gel. OK? Et là, la question qu'on peut se poser, c'est, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Le budget des universités est normé par des lois aussi. Et le budget normé, là, il est donné en fonction du nombre d'étudiants que vous avez dans les universités. C'est comme ça qu'on a notre budget de fonctionnement. C'est le nombre d'étudiants qui décide de quel est le budget qu'on va avoir. Alors, on aurait des lois qui nous imposeraient
de ne pas faire croître nos effectifs alors que nos étudiants, puis même quand on travaille souvent avec à développer l'international et ainsi de suite, on a de nouveaux étudiants. Donc, on aurait une croissance, puis on ne pourrait pas faire suivre par l'augmentation de nos effectifs parce qu'on est sous le coup de la loi. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'excédent de budget? OK? Donc, vous voyez qu'il y a un sérieux problème là. Est-ce que par hasard, en arrière, ce qui est là, c'est pas que vous voulez carrément limiter l'accès à l'université? Et là, je regrette, mais c'est le rôle du gouvernement, c'est le rôle de l'État. On ne peut pas retourner en arrière alors qu'on a créé les universités du Québec exprès parce qu'il y avait un besoin important de développer, de permettre à la population québécoise d'accéder à l'enseignement supérieur. Puis là, on agirait directement pour empêcher à la fois cet accès et le développement des universités. Peut-être que ce n'est pas ça que vous voulez faire. Peut-être qu'en réalité, ce que vous voulez, c'est de dire, bien, on va couper les ressources de cette façon-là, ils vont se limiter à ces activités-là. Puis les étudiantes et les étudiants qui voudront, qui seront en croissance, bien, ils iront dans les autres universités. C'est ça, les universités à deux vitesses. Parce que les universités du Québec l'UQAM serait dans le périmètre gouvernemental. Alors, M. Coiteux, qu'est-ce que vous avez contre l'UQAM? Pourquoi vous voudriez que les étudiants qu'on pourrait accueillir en se développant, en embauchant des nouveaux profs, des employés, et ainsi de suite, pour continuer à développer l'UQAM, pourquoi est-ce que vous dites que ces gens-là devraient aller dans d'autres universités? Cette université-là, à ma connaissance, il y a à peine 2 semaines, s'est distinguée à l'ACFAS, qui soulignait l'excellence de la recherche. 4 des 7 prix étaient allés à l'UQAM, puis le 8e qui était destiné au cégep, c'était en collaboration avec l'UQAM. Qu'est-ce que vous avez, M. le ministre, contre l'UQAM? Voyez-vous ce que ça veut dire? Et ça, c'est le résultat d'être inclus dans une mesure gouvernementale qui nous enlève notre autonomie universitaire et, comme par le même fait, bien sûr, la capacité qu'on a de déterminer nous-mêmes comment on va faire progresser le savoir, et ça, c'est la liberté académique. Alors, pour ces raisons-là, M. le ministre, repensez à votre affaire. Bon. Alors, non, mais je m'excuse, mais celle-là, il fallait que... C'est très important. Là, vous voyez le danger des universités à deux vitesses, vous voyez le danger aussi d'intervenir sur le développement de l'éducation au Québec par des mesures comptables sans même se rendre compte que c'est ça qu'on est en train de faire, puisque pour le reste, il n'y en a pas de problème. Le budget est là, ça dépend des étudiants qui sont dedans. Donc, comme je vous le disais avec mes collègues hier, on est allé à la commission parlementaire pour discuter de la question de l'exclusion de l'UQAM sur le projet de loi 15. Juste avant nous, comparaissait aussi le FQPPU. C'est drôle, parce que quand on a des idées, le FQPPU a toujours les mêmes un petit peu, puis on se parle pas. En tout cas, c'était très intéressant de ce côté-là. Avec mes collègues recteurs aussi de tout le Québec, nous martelons partout le même discours. Affamer les universités, c'est loin d'être garant d'un avenir et d'une prospérité pour le Québec. C'est exactement le contraire. Mais ça ne veut pas dire que je sois insensible à la question des finances de l'État. Après qu'on a tout enlevé le discours économique qui, lui, ne tient pas la route non plus, c'est un discours purement financier, c'est les finances de l'État, bien, c'est sûr que quand on regarde les finances de l'État, il y a une question de rigueur administrative. La rigueur administrative, la saine gestion des fonds publics, la réduction de la bureaucratie, l'optimisation des services, la réduction de comptes, c'est tous des objectifs auxquels je souscris. Mais ce que je dis, c'est pourquoi on ne les fait pas avec les gens, en discutant et en examinant clairement, sans se compter de peur, ce qui est là. Il est légitime de revoir, de revisiter, de repenser l'appareil d'État, de même que tous les programmes et les politiques publiques, mais il faut le faire d'une façon réfléchie, en poursuivant des objectifs d'amélioration qu'on s'est donnés d'avance et en respectant les personnes. En fait, c'est le même discours que j'ai tenu lorsque j'ai comparu devant... Je suis toujours comparé, mais en tout cas, que j'ai discuté avec le ministre et les autres acteurs sur la question des fonds de retraite, avec un taux de capitalisation qui dépasse le 90 %, avec des rendements sur le capital investi. Bien sûr, ce n'est pas stable, mais qui dépasse de 2 millions, ce qui fait qu'on n'est pas en situation... On est en situation de rembourser le déficit. Est-ce qu'on ne pourrait pas attendre un petit peu? On a-tu vraiment besoin d'une loi? Et est-ce qu'on ne pourrait pas attendre et discuter avec les gens de comment on va d'abord prendre conscience du problème, puis ensuite discuter de comment on va le régler? C'est un peu la position que je tiens. Toutefois, je m'excuse, je vais prendre de l'eau. Dans le contexte qui nous occupe, le statu quo, tel qu'on l'a vécu jusqu'à maintenant, pour moi, ce n'est pas une solution pour l'UQAM.
Le problème de l'UQAM qui demeure, c'est qu'elle doit respecter cette année, son déficit autorisé, en plus de viser l'an prochain l'équilibre de ses revenus et de ses dépenses tel que prévu au plan d'équilibre. Pour obtenir les investissements stratégiques nécessaires à la réalisation de notre mission et assurer notre crédibilité en tant qu'institution financée à même des fonds publics, autrement dit, j'applique cette sorte de responsabilité sociale-là à l'UQAM comme au reste, nous allons devoir gérer nos ressources avec prudence et rigueur. Nous devrons collectivement adopter une attitude responsable parce que, vous vous rappelez, un passé pas très, très lointain, le déficit accumulé de l'UQAM au niveau où il est. Et quand on a pallié le problème en adoptant le plan de retour à l'équilibre, bien, on s'est donné des augmentations de déficit accumulé. Il faut y penser. Il ne faut pas s'embarquer dans une nouvelle spirale déficitaire qui aurait pour effet d'entraîner une décote. Puis quand on a une décote, bien, le taux d'intérêt augmente, puis on dépense des millions juste à rembourser des intérêts et ainsi de suite. Je pense qu'à ce point-ci, il faut réfléchir. Il faut gérer avec prudence et rigueur. C'est dans ce contexte-là que la direction, à la demande du conseil d'administration de l'UQAM, ce n'est pas le gouvernement, c'est à la demande du conseil d'administration de l'UQAM, s'est engagée à élaborer un plan d'atteinte de l'équilibre budgétaire pour la période 2015-2018. Pour nourrir sa réflexion, la direction a créé un groupe de travail chargé de documenter différentes hypothèses et scénarios, c'est bien employé le mot documenter, susceptibles de permettre à l'UQAM de poursuivre son essor tout en gardant le cap sur l'équilibre budgétaire. Les gens qui sont membres de ce comité-là sont des gens qui travaillent soit aux ressources humaines, dans le vice-rectorat à la vie académique ou au niveau des finances, et c'est normal, ce sont les gens qui disposent des informations. Parce qu'il y a une chose qu'il faut faire, il faut bien comprendre dans quelle situation on est avant de proposer quoi que ce soit. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on a créé le groupe de travail et il a le mandat de fournir à la direction de l'université les éléments qui permettront l'élaboration de 3 éléments clés pour l'avenir de notre université. D'abord, le plan d'atteinte de l'équilibre budgétaire que j'ai déjà évoqué et qui est une demande formelle du conseil d'administration, une proposition de réaménagement organisationnel et un modèle renouvelé d'allocation des ressources. Donc, la démarche dépasse le strict exercice comptable et c'est plutôt des réformes dont on parle, des réformes qui, à terme, pourraient favoriser une utilisation plus judicieuse des ressources et des compétences dont nous disposons. Je vous rassure, ce groupe de travail ne fonctionne pas en vase clos. Il travaille en collaboration avec la direction. Il recueille des suggestions dans les facultés, auprès des doyens, auprès des cadres responsables de service, fait rapport à chaque semaine. Ce n'est pas un lieu de décision. On n'a pas embauché une firme comptable pour nous dire comment on va faire pour couper tant d'argent dans l'université. Ce n'est pas du tout. Ce sont des gens de l'UQAM qui nous aident à comprendre la situation de façon à atteindre cet équilibre-là. Le travail, donc, c'est un outil d'aide à la décision et non pas un comité qui est chargé d'une mission, genre massacre à la scie à chaîne ou quelque chose du genre. Bon, son travail s'échelonnera selon 4 étapes d'ici la fin avril 2014. La première, c'est l'analyse des données financières et statistiques. Ça nous prend ça, il faut qu'on sache exactement quel est le portrait, dans quelle situation on se trouve. La seconde, ça consiste à documenter des pistes d'amélioration, et j'ai bien employé le mot « piste d'amélioration », pouvant mener à des économies ou des hausses de revenus. Ce n'est pas aussi impossible, ça non plus. Le mot « amélioration » là, est important, ce n'est pas une mission. C'est simplement dégager des pistes. La troisième va nous permettre d'établir une stratégie de mise en œuvre, des pistes qui seront retenues si elles tiennent la route. Et enfin, la quatrième étape consistera à proposer des mécanismes de suivi pour l'atteinte des objectifs que nous nous serons donnés. Dans tous les cas, soyez assurés, je pense que depuis 1 an et quelques que je suis là, vous me connaissez, je ne me cache pas, je fais les choses en public, je consulte. Donc, dans tous les cas, soyez assurés d'une chose, la transparence, l'ouverture, le dialogue seront au rendez-vous. Pour moi, il y en va du plan d'atteinte de l'équilibre budgétaire de la même chose que le plan stratégique. Ça ne peut se faire qu'avec la mobilisation de la communauté universitaire. On va pas proposer des choses où on ne serait pas capable de mobiliser l'université, parce que je veux
Je veux que ça, qu'on revoie nos habitudes de faire, qu'on ajuste nos pratiques et qu'on révise nos stratégies, et nous allons le faire ensemble, l'ensemble de la communauté, même si ça a l'air curieux, je pense que, comme dans le cas du plan stratégique, on est capable de le faire. Changer les choses, innover nos façons de faire, inventer des solutions originales, en profiter, pourquoi pas se réinventer. Souvent, on attend trop longtemps, on attend d'être au pied du mur avant de se remettre en question, et là, les décisions qu'on prend ne sont pas nécessairement les meilleures. Pour ma part, j'aimerais qu'on prenne les devants. J'aimerais qu'on sorte de notre zone de confort parce que les décisions qui ont été prises avant ont été prudentes et on dispose quand même, contrairement à d'autres, d'un certain tampon pour agir. Donc, pour ma part, j'aimerais qu'on prenne les devants, qu'on sorte de notre zone de confort, qu'on réfléchisse à nos modes de fonctionnement, qu'on revisite toutes nos stratégies de développement et qu'on profite des vents contraires pour nous donner un nouveau souffle. Nous sommes à l'UQAM, c'est ça qu'on dit partout, réputés pour notre audace, notre créativité, notre sens critique. Pourquoi pas le mettre à profit, toutes ces qualités qui sont les nôtres, pour examiner d'un peu plus près nos habitudes, nos pratiques. Est-ce que nos ressources sont allouées de la façon la plus optimale? Est-ce que nous faisons toujours les choses parfaitement et correctement? Nos pratiques nous permettent-elles d'atteindre nos objectifs? Sur le plan organisationnel et administratif, sommes-nous performants, efficaces? Vous savez que le plan stratégique, il y a une grande partie qui est sur la bureaucratie et ainsi de suite. Peut-on réduire ça? Et peut-être nous serions surpris si nous le faisions. J'ose espérer que ces questions ne seront pas tabous à l'intérieur de nos murs. J'ose espérer que mon université n'est pas une organisation comme je pense qu'elle est depuis toujours, qui préfère se replier sur l'immobilisme ou la tradition plutôt que d'envisager des changements. J'ai confiance en vous, je vous l'ai dit souvent. J'ai confiance que nous saurons, encore une fois, relever le défi de la relance de l'UQAM. Ça a l'air qu'il faut se dire que c'est un défi permanent parce que peu importe la couleur des gouvernements, à chaque fois, c'est toujours la même chose qui se produit. J'ai confiance que nous saurons faire preuve d'inventivité et de solidarité et j'ai surtout confiance dans notre profond attachement à notre institution et à tout ce qu'elle fait, former la relève, développer la recherche et la création, répondre aux besoins des collectivités, participer aux grands enjeux collectifs dans une perspective de justice sociale et de développement durable. Ça va être à l'ordre du jour, ça aussi. En parlant de développement durable, ça me rappelle que l'UQAM va bientôt avoir 50 ans, c'est un âge vénérable. Je souhaite qu'à ce moment, l'austérité soit loin derrière et que nous ayons toutes les raisons du monde de célébrer. Je souhaite que dans 5 ans, nous ayons atteint tous nos objectifs et que nous puissions passer à autre chose. Bien, avant 5 ans, si possible, mais dans 5 ans pour le 50e anniversaire. L'an dernier, je vous ai rencontré à plusieurs reprises. Je vous ai entendu. J'ai échangé avec vous. J'ai pris note de vos avis et commentaires. Nous vous avons produit une synthèse des échanges que nous avons eus, de cette démarche-là. Et cette synthèse-là nous a permis de comprendre, de constater l'adhésion de la communauté à un certain nombre de principes fondamentaux ainsi que son attachement qui ont fait les valeurs de l'UQAM. Plusieurs consensus ont émergé en matière de développement et si vous voulez consulter cette synthèse-là, elle est disponible actuellement sur le site wiki du rectorat, comme d'habitude. Mais il y a des consensus qui ont émergé en matière de développement de la recherche, de la création, de la qualité de l'enseignement, du soutien et de la réussite étudiante, l'importance d'améliorer le milieu de vie, et ça, c'était intéressant parce qu'on avait proposé la création d'un vice-rectorat à la vie universitaire, ça a sorti partout, l'importance d'améliorer le milieu de vie, de reconnaître les personnes, de prendre en compte leurs idées, tout ça a été souligné. Et naturellement, même si on a parlé des enjeux de l'internationalisation et du virage numérique qui étaient des choses très importantes, un des plus grands défis qui nous est apparu à relever dans cette consultation-là, ça pouvait se résumer de 2 façons. Ça tombe bien. Comment rendre notre organisation plus efficace et comment donner à l'UQAM les moyens de ses ambitions. Vous avez réagi à cette synthèse aussi. On a plus que 150 000 clics dans le wiki. En passant, le nombre de clics puis le nombre de documents qu'on observe est pas mal différent. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui regardent, mais je vous encourage fortement, si vous avez des avis, à les mettre. C'est le but. C'est le but de la chose. Donc, vous avez réagi à cette synthèse et nous avons bien pris note de vos préoccupations et de vos ambitions pour l'avenir. Ce qui nous a amené,
très récemment, hier, à la commission des études, j'ai déposé un canevas, un projet pour le plan stratégique. Et j'ai demandé à la commission des études de me mandater pour procéder à une consultation formelle et générale sur l'ensemble du plan. Je remercie et je suis très heureux aussi quand je me rappelle hier, quand j'ai présenté le plan et que les gens de la commission des études nous ont dit on est très satisfaits et on trouve ça très bien comme plan et très bon comme approche. Naturellement, ça nous rassure dans ces moments difficiles. Donc, une proposition de plan stratégique, un canevas, sera soumise dans les jours qui viennent, peut-être aujourd'hui, tout de suite après cet énoncé. Le canevas en question comporte un énoncé de mission, un rappel des principes fondamentaux qui représentent nos valeurs et une série d'orientations. Ces principes fondamentaux-là, vous les connaissez, c'est la liberté académique, l'autonomie universitaire et l'unité et l'indissociabilité de l'enseignement et de la recherche, et tout ceci dans un contexte d'ancrage qui fait que les services aux collectivités sont toujours intégrés là-dedans. On ajoute à ça 4 valeurs phares qui sont reconnues à peu près par tout le monde. D'abord, l'imagination au service de la science, de la culture et de la société, valoriser l'inventivité et la créativité, oser penser, dire et faire autrement, c'est ce qu'on se propose de faire, jouer un rôle de pionnier d'avant-garde et de catalyseur des innovations, c'est la valeur innovation. L'excellence sous tous ses fronts est aussi mise de l'avant. On parle ici de la qualité de la formation, de la recherche, on ne parle pas des rankings, on parle de la qualité de la formation, de la recherche et de la création, l'encadrement, la réussite de nos étudiants, l'amélioration continue de nos services, la gestion responsable des ressources, et ça traduit l'ensemble des volontés qu'on a crues, qu'on a repérées là-dedans. Il y a une bonne place, bien entendu, à l'engagement citoyen qui se traduit par des programmes et des services et des mesures favorisant l'accès aux études et la diffusion des savoirs, par des pratiques d'ancrage dans le milieu, des réponses aux besoins des collectivités et une préoccupation à l'égard des grands enjeux de société. On parle du maintien de la paix, de l'environnement et ainsi de suite. Enfin, une autre valeur, la reconnaissance, qui implique à la fois reconnaître les contributions et les expertises et les mérites des membres de la communauté, mais aussi reconnaître l'université elle-même, et c'est ce qu'on va essayer de faire un peu partout, y compris à l'international, reconnaître l'université elle-même comme étant créative, une université de recherche et de création, et souligner la valeur de l'université comme un tout. Je vous ai parlé d'orientation, 4 grandes orientations, puis je ne vais pas m'étendre très, très longtemps là-dessus. 4 grandes orientations. La première, l'actualisation des modes de développement. Lorsque l'université a été créée en 1969, ça fait déjà, on dit qu'on va avoir bientôt 50 ans, beaucoup de choses ont changé. Il est apparu des moyens technologiques différents, il est apparu des contextes sociaux différents aussi qui font que nos étudiantes et nos étudiants sont dans des réalités qui sont fort différentes que les étudiantes et les étudiants au début de l'université. Donc, il faut prendre acte de ces changements-là. Et souvent, ces changements-là peuvent nous amener des idées pour redéployer l'UQAM, réinventer l'UQAM autrement à partir des besoins, parce on a toujours été une université ancrée. Bien sûr, il y a d'autres affaires qui ont changé, comme par exemple un désengagement du gouvernement dans le financement des universités, des pressions d'un peu partout, notamment des entreprises pour s'accaparer l'université et les rendre plutôt au service de leur profit plutôt que d'aider l'université à les aider après en développant la société. Bien, ça, c'est des changements, mais on ne peut pas appeler ça des opportunités, il faudrait appeler ça plutôt des menaces. Et donc, la question de l'actualisation des modes de développement, mais il va falloir travailler autant sur les menaces qui nous guettent pour les combattre que de travailler sur les choses qu'on peut utiliser pour encore perfectionner, pour ainsi dire, l'UQAM dans la réalisation de sa mission. Compte tenu de ce qu'on a entendu, il est impossible qu'il n'y ait pas une orientation directe sur l'instauration de pratiques de gestion plus efficientes. Et là, on passe dans toutes les dimensions. Optimiser la gouvernance, la reddition de comptes, simplifier les processus administratifs décisionnels, accroître la collaboration, le partage des ressources, privilégier une approche horizontale plutôt qu'une approche en silo. Je pense que le mot silo, là, abattre les silos, va devenir le mot général dans l'ensemble du plan stratégique. Et finalement, c'est-à-dire la troisième orientation vise la mise en place d'un milieu de vie sain et dynamique. Ça veut dire la question des initiatives. Beaucoup de nos étudiants sur la promotion de la santé, on pense au marché et ainsi de suite, les questions qui touchent la sécurité alimentaire, l'éco-responsabilité, la qualité de vie sur le campus, reconnaître tous les membres de notre communauté, améliorer l'organisation du travail et la gestion de carrière et finalement,
malgré tout, la quatrième organisation, toujours renforcer l'ancrage de l'UQAM dans son milieu. Ça implique des choses nouvelles, raffermir nos liens avec nos diplômés. Il y a une chose qui est très intéressante dans le plan stratégique qu'on a vu. Savez-vous que 45 des contributions sont venues de nos diplômés? C'est dire à quel point ils sont attachés à l'UQAM. C'est des gens qui sont placés un peu partout et donc ça veut dire que c'est des supporters de l'UQAM qui ont des influences dans le milieu. Raffermir nos liens avec les diplômés va apparaître dans le plan stratégique quelque chose d'absolument essentiel. Et aussi, s'incarner un petit peu plus dans la relance de Montréal. Et ça, vous avez sans doute constaté qu'avec la conférence que j'ai faite au Cercle canadien, où je parlais de la ville aux 100 clochers et la ville aux universités et les rôles des universités dans le développement de la ville, je pense qu'il faut s'impliquer encore plus qu'on le fait et de miser sur le développement de collaboration interuniversitaire et avec le milieu, structurante et porteuse pour notre développement. Je vais m'arrêter là parce que c'est tellement gros et tellement long qu'on aura l'occasion, et si vous voulez, on peut en rediscuter strictement sur le plan stratégique. Je vais juste, avant de conclure, parce que le temps avance effectivement, vous parler un peu de mes attentes envers la communauté et de mes engagements. Pourquoi je dis ça? Bien, je suis un recteur élu. Je le dis partout, ça. C'est rare qu'on a ça dans les universités, mais je suis un recteur élu. Ça veut dire que mon travail, bien, j'ai certaines attentes envers vous, mais d'un autre côté, je dois vérifier continuellement si mes engagements face à ma communauté sont appropriés. On aura une période de discussion là-dessus. En ce qui a trait au plan stratégique, mes attentes envers vous sont on ne peut plus simples. J'aimerais que vous vous empariez de la proposition pour la peaufiner, la bonifier, la critiquer, la transformer et surtout l'enrichir. Ce qu'on a essayé de faire, on a toujours le problème en disant on part avec une page blanche, il ne se passera rien, on met tout, bien c'est plate, les gens vont juste nous dire on est d'accord, on n'est pas d'accord. On a essayé de présenter un canevas avec des morceaux qui sont tous, où il est tout possible de les remettre en cause, d'échanger, et donc j'aimerais ça que la communauté dans son ensemble s'empare du plan stratégique et en fasse son plan stratégique. J'aimerais que cette demande vous apparaisse non pas comme une corvée, mais comme un exercice démocratique stimulant. Que ce soit à titre d'employé, de chargé de cours, de professeur, d'étudiants, de cadres, de diplômés, de retraités, de personnes qui considèrent s'en aller à la retraite ou de personnes qui sont en début de carrière, aucun problème. Tout le monde a droit au chapitre. Faites-vous entendre de sorte que nous puissions, dans les années à venir, transformer nos objectifs et nos réalisations en fonction de la volonté de la communauté de l'UQAM. En ce qui a trait à la situation financière de l'UQAM, je voudrais que tous ensemble, nous fassions preuve de confiance réciproque. Le maintien de l'équilibre budgétaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et si possible, l'accroissement de nos sources de revenus doivent, je pense, constituer une priorité. Le contexte est difficile, mais j'aimerais qu'il nous incite individuellement et collectivement à la prudence, mais aussi à se parler. Je pense, c'est comme le plan stratégique, c'est pas impossible à faire. Et je pense que cette solidarité de tout le monde dans l'UQAM, c'est ce qui sera garant de son développement futur. On va devoir vivre on va se battre, je vous le dis, on va se battre avec les coupures, avec comment on finance les universités et ainsi de suite, mais avant que ces choses-là soient en œuvre, entre-temps, j'aimerais qu'on puisse y aller prudemment, collectivement et en confiance. Comment? Bien, en portant une attention particulière quand on a des coûts à absorber au niveau des projets, en veillant à utiliser le mieux possible nos compétences, nos ressources, en collaborant, c'est toujours le mot, collaboration, et en faisant preuve de solidarité. Mes engagements maintenant, et je vais terminer là-dessus, pour ma part, j'entends continuer d'être un recteur à l'écoute de la communauté. Je pense que pendant l'année et 10 mois, là, j'ai été assez fréquemment à l'écoute de la communauté. Je l'ai consulté le plus possible. J'ai fait part de tout ce que je faisais. J'ai travaillé beaucoup pour diffuser ce qu'est l'UQAM. Et je pense que le modèle l'UQAM, si vous le voyez dans le plan stratégique qui a été diffusé par le recteur, bien, au moins une chose que je pense que je peux me dire, c'est que j'ai l'air à savoir qu'est-ce que mon université et vers où elle s'en va. Et avec mes collègues de la direction et avec les doyennes et doyens, avec l'ensemble des directions de service, j'ai pour ambition personnelle, et je vais essayer de le mettre en œuvre le plus efficacement possible, que tout ce monde-là
deviennent en réalité des agents facilitateurs pour la mise en œuvre des orientations et des priorités qui seront définies par la communauté. C'est l'engagement que je prends. Avant de terminer, j'aimerais aussi rappeler les quelques positions que je défends et celles que j'entends continuer à tenir face à des pressions de toutes sortes que subissent les universités en général et l'UQAM en particulier. Nous pourrons en parler plus longuement pendant la période d'échange, mais pour l'instant, je vais les résumer en 6 points. Poursuivre les représentations auprès du gouvernement pour mettre fin aux compressions imposées aux universités québécoises. Continuer de revendiquer un financement adéquat pour l'UQAM, puis en passant, on a défini une politique de financement, nous, qui est complètement différente de toutes les politiques de financement et qui existe et qui est disponible actuellement dans le ministère, qui a été préparé par nous. Donc, continuer de revendiquer un financement adéquat pour l'UQAM qui tienne compte de ses caractéristiques propres, de l'éventail des activités qu'elle met en place dans la réalisation de sa mission. Réitérer la demande d'exclusion du projet de loi 15 et du périmètre gouvernemental, revendiquer une complète autonomie de l'UQAM et refuser de mettre en place tout système qui pourrait finir par un système à 2 vitesses. C'est ce qui nous guette de plus, ce qui est le plus dangereux pour nous. Et je vous rappelle en passant que la question du périmètre gouvernemental et de la loi 15, ça veut dire, c'est le titre, le contrôle des effectifs, en fait, le contrôle de l'université par le gouvernement. C'est ça que ça veut dire, là, si on met les choses telles qu'elles sont. Et je vous rappelle que, je l'ai dit, quand le SPUC a demandé au moment où on déposait nos candidatures, il y avait une question qui s'appelait « Comment le recteur compte-t-il fonctionner dans un univers où il a un patron qui est le gouvernement puis il est élu par une communauté? » Moi, je suis un recteur élu par ma communauté, c'est elle que je représente et c'est à elle que je rends des comptes. Je ne suis pas et je ne serai jamais un fonctionnaire du gouvernement. Alors, c'est clair que là, on va travailler fort là-dessus. Et bien sûr, faire entendre la voix de l'UQAM sur toutes les tribunes auprès des divers milieux, parce qu'on ne le sait pas, je peux vous dire rapidement que c'est une chose qui me plaît beaucoup, c'est que, comment je vous dirais bien ça, quand je suis rentré en poste, je me suis dit, mon Dieu, l'UQAM est inconnu. La plupart du temps, on était ignoré, puis des fois méprisé. Et là, on va à l'international, on est allé au Brésil, au Japon, en Chine, on va à Montréal, on parle aux différents acteurs de Montréal, on parle au gouvernement du Québec, ils nous disent une seule chose, l'UQAM est incontournable, il faut que vous consultiez l'UQAM, et ainsi de suite. Donc, on est présent, et ça, c'est à cause du travail continu de défense des intérêts de l'université, et à ce moment-là, on se fait des alliés un peu partout, et on peut travailler avec ces gens-là pour aider à défendre des causes comme le financement des universités et ainsi de suite. Bien sûr, privilégier et promouvoir toujours la collaboration entre les universités, tant à l'échelle locale, nationale qu'internationale, et répondre bien sûr aux demandes de légitimité qu'on adresse à notre université en termes de réussite étudiante, de mission sociale, de responsabilité sociale. Nous, on est à l'origine d'un colloque qui était au Corim avec un débat entre les recteurs sur la responsabilité sociale, de reddition de comptes et bien sûr, et avant tout, toujours défendre sans compromission et sans relâche l'autonomie universitaire et la liberté académique. C'est toujours ça qui est le problème. Merci beaucoup.